Attention au coup de foudre. Et ta langue, fais-nous voir un peu. Les chasseurs de mythes jouent avec le feu. Vous n'aurez pas mal du tout. J'ai l'impression d'avoir un gros cheveu sur la langue. Est-ce qu'un piercing peut attirer la foudre? Fabriquer un canon à partir d'un arbre. Quelqu'un veut bien me fouetter pour m'encourager? Le passé revient en force. L'homme affronte la machine. Adam, monsieur le policier veut que tu boives encore un peu. Peut-on vraiment tricher lors d'un alcotest? Qui sont les chasseurs de mythes? Il me manque un sourcil. Adam Savage J'adore voir Adam se faire mal. et Jamie Heineman. J'adore les explosions. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans les effets spéciaux. Je me sens sexy. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes. Adieu, monde cruel. Ils les mettent à l'épreuve. Please help me up. Yes, we'll carry you. Hold on. I got struck by lightning? Yes. How the fuck did that happen? It's not. En août 2003, dans les collines près de Keystone, dans le Colorado, Matt Thompson est frappé par la foudre. A bolt of lightning taken straight in the chest. It just came out of nowhere. The direct hit traveled all the way through Matt's body. I had no clue what happened. L'histoire de Matt fait la une et les discussions à son sujet vont bon train partout sur Internet. Le piercing que Matt portait à la langue en est-il la cause? So my tongue ring. Oh no, dude, you might have swallowed it. Let me see. Where's your tongue? Let's see it. Oh, it's broken off in there, it looks like. Un piercing à la langue qui attire la foudre, ça c'est un travail pour les chasseurs de mythes. Selon ce mythe, le fait de porter un piercing augmente les chances d'être frappé par la foudre. C'est quoi cette histoire à dormir debout? Cette histoire à dormir debout veut que l'éclair soit attiré directement vers le piercing. Comme un paratonnerre. C'est tout à fait ça. Ça me semble ridicule. Matt Thompson n'a pas dû trouver ça ridicule alors qu'on le mettait dans l'ambulance après s'être fait griller la langue. Mais nos amis restent sceptiques. Des bijoux de ce type ont forcément un effet sur le corps lorsque celui-ci est frappé par la foudre. Mais est-ce qu'ils augmentent pour autant les chances d'être frappé par celle-ci? Pour ce test, 2 têtes fabriquées à l'aide de gélatine balistique vont être placées près d'un générateur d'éclairs. Des piercings vont être posés sur l'une d'entre elles. Adam et Jamie veulent savoir laquelle des deux sera frappée par la foudre. Ça promet d'être amusant. C'est la raison pour laquelle on le fait. Il leur faut d'abord fabriquer un dispositif pouvant attirer la foudre. Un objet en métal, rond et de grande taille. Nous y sommes. Les voilà. Cela? Ouais. Ça roule. On va utiliser des wok car leur surface arrondie est idéale pour le test d'un champ électrique. Il n'y a aucune aspérité qui risque de faire que l'électricité se concentre sur un seul point. 7, 8. It's like they knew we were. Ils savaient qu'on allait venir. On dirait bien. D'ordinaire, on placerait les têtes sur des pics, mais cela ne donnerait aucun résultat concluant concernant la conductivité du piercing puisque cela affecte toute la tête. Comment est-ce que je vais enlever ça? Pendant que Jamie s'occupe de retirer les poignées des wok, Adam joue au chasseur de tête. Je vais utiliser ce moule de ma tête. Je vous assure que c'est moi, promis juré. Je vais le remplir de mousse de polyuréthane pour obtenir un autre moule en 2 parties qui me servira à créer des têtes en gélatine balistique. C'est maintenant que les choses vont aller très vite. Le mélange ne va pas tarder à s'éclaircir. Regardez bien. Voilà, il s'assombrit et ne va pas tarder à gonfler. C'est ça l'astuce. Maintenant, jetez un petit coup d'œil là-dedans. Ça va monter jusqu'en haut. C'est génial, non? Et le voilà qui monte. Bon, d'accord, j'en ai mis un peu trop. Ayant terminé plus tôt que prévu, Jamie fait de l'art. J'ignore ce que c'est, mais c'est joli. On dirait une grosse tulipe métallique. Adam a enfin la forme solide pour son moule. Bizarrement, c'est assez agréable à faire.
Mais fabriquer ce moule de plastique ne va pas sans quelques désagréments. Non, non! Tout mais pas ça! Adam n'est pas tendre avec mes outils. Il a tendance à foncer tête baissée sans réfléchir. Je déteste cet engin. Je me démolis les doigts à chaque fois. Tu peux pas créer des trucs moins brutaux? J'en demande pas plus. Muscle-toi les doigts au lieu de Va brailler. te faire. Ils sont suffisamment musclés. Voyons si c'est toujours à ma taille. Ah non, c'est un peu petit. J'ai un peu pris la grosse tête au fil des années. Ce qui n'est un secret pour personne. Bon, il n'en reste plus que 9. Jamie fixe les woks à l'envers sur des tubes de métal. Il place une tige de plastique à l'intérieur de chacun afin de placer les têtes sur chaque wok. Il nous faut quelque chose qui n'a aucune chance d'attirer l'électricité de quelque façon que ce soit. Voici le socle sur lequel la tête sera posée. Lorsque l'éclair frappera la tête, il le fera n'importe où sur celle-ci sans être attiré par un élément précis du socle. Adam a enfin à sa disposition 10 moules de sa tête. Il leur en faut plus de 2 dans le cas où les fortes décharges de courant les feraient exploser. Les têtes sont fabriquées en gélatine balistique afin d'avoir les mêmes propriétés de conduction qu'une tête humaine. Et afin de se mettre dans le bon état d'esprit, Adam fait don de sa langue à la science. Il a accepté de se faire percer. Bonjour, c'est vous, Joey? Oui, c'est moi. Adam. Enchanté, Adam. Jamie, Salut, Jamie, vous allez bien? impec. Je voudrais me faire percer la langue. Faites voir votre langue. Oui, il y a assez de place pour y mettre un joli bijou. Voilà ce qu'on peut appeler donner de sa personne. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur les piercings, mais je ne connais pas de mythe. Vous avez un exemple? Eh bien, il paraît qu'en Grande-Bretagne, une femme a été frappée par la foudre et elle prétend que c'est arrivé parce qu'elle avait un piercing à la langue. Jamais entendu parler. Vraiment? Non, jamais. Des clients se sont déjà plaints d'avoir été frappés par la foudre? Non, ce n'est arrivé à aucun de mes clients. Voici quelques-unes des billes les plus communes que vous pouvez choisir. La meilleure taille pour commencer serait sûrement celle-ci. Mais si vous voulez quelque chose de plus joli, il est possible d'avoir une petite pierre dedans. C'est ce que je vous conseille si vous voulez que ça en jette. T'en penses quoi, Jamie? Classique ou voyant? Tu devrais prendre ce qui offre la meilleure conduction. Ouais, t'as sûrement raison. Vous en avez qui ressemblent à des petits paratonnerres? Non, et rien en cuivre non plus. Il va falloir vous contenter d'acier tout simple. Bien, je pensais en prendre un en acier de cette taille-là, justement. D'accord, très bon choix. Venez me voir par ici. Asseyez-vous avec les petits dinosaures. J'aurai droit à une sucette après? Vous aurez votre sucette, mais uniquement si vous êtes très sage. Il vient de voir l'aiguille. Pour une fois, Adam ne sait plus quoi dire. Bien. Vous êtes fin prêt? Il n'y a rien à craindre, ça va aller très vite. Posez vos lunettes ici. Avalez bien votre salive avant qu'on commence. Respirez bien. Donnez-moi votre langue. C'est bien. Ça ne fera pas mal. Je ne vais pas tirer dessus. Il faut que je m'assure de bien avoir le bon repère. Le perçage est rapide. Je me place bien d'abord. C'est bon. Inspirez maintenant. Expirez. Ça y est, le bijou est en place. Je vais retirer la pince et visser la bille du dessous. Ça ne vous fera pas mal. Tout est fini. Il faut que les billes soient bien vissées. Je vous rends votre langue. Et voilà, c'est fini. Bon, wouh! Ce n'était pas si dur que ça. Je parle bizarrement tout d'un coup. J'ai l'impression d'avoir un gros cheveu sur la langue. Vous avez vu ça? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Afin de vérifier le mythe selon lequel un piercing augmente les chances d'être frappé par la foudre, Adam et Jamie ont demandé leur aide à des électriciens de la région qui savent comment conjurer la foudre. Ta tête est toute froide.
Les têtes en gélatine fabriquées par Adam sont les cibles désignées. C'est à son tour de souffrir un peu. Adam place un piercing dans la lèvre inférieure de cette tête. J'aurais dû être chirurgien. Bon, voyons ce que ça donne. Nous avons ici un énorme bloc de condensateur qui génère un courant d'1 million de volts pour une intensité de 1000 ampères. L'électricité passe dans ce fil jusqu'à cette électrode. Puis, ces têtes qui font masse avec la Terre complètent le circuit. Nos amis peuvent déclencher la foudre juste en appuyant sur un bouton. 1 million de volts emmagasinés dans un condensateur vont se décharger le long d'un fil, puis rejoindre la Terre en passant par une des deux têtes. Nous espérons que la foudre ira plus vers une tête que vers l'autre. S'il s'agit de celle avec le piercing, cela prouvera que celui-ci augmente les chances d'être frappé par la foudre. Si elle se dirige vers l'autre, alors on saura que ce mythe est bidon. On estime à 5000 le nombre de personnes frappées par la foudre chaque année. Environ 1 personne sur 10 ne survit pas. On est prêt. Une décharge d'1 million de volts vous grillerait sur place, donc tout le monde prend ses distances. Il suffit d'une fraction de seconde pour que l'éclair frappe. Il a touché la tête se trouvant à droite, comme on peut le voir sur cette image arrêtée. En voici une autre grâce à la caméra haute vitesse. Il a frappé la tête qui n'a pas de piercing. En effet. Nous avons appris quelque chose assez important grâce à ce premier test. Tout d'abord, l'éclair a frappé sur le dessus de la tête et nulle part ailleurs sur l'électrode. Donc, notre dispositif est efficace. Il reste neutre de sorte que le courant passe à travers la tête et pas à travers le métal. La deuxième chose que nous avons apprise est que la décharge a touché la tête qui ne porte pas de piercing. Ce qui fait que notre mythe ne fait pas bonne figure pour le moment. Mais les tests ne font que commencer. Pour encore plus de précision, ils intervertissent les têtes. Nous faisons une vérification en changeant les têtes de place pour être sûr que le dispositif ne favorise pas une direction plutôt que l'autre. Cette fois, il s'agit de la tête percée. Il me semble avoir remarqué un détail assez important cette fois-ci. Je devais regarder au bon endroit et au bon moment. Et j'ai vu l'éclair passer à travers la tête et descendre tout droit en suivant cette ligne. Il n'a pas touché le piercing. Si jamais celui-ci avait eu un effet d'attraction, l'éclair aurait dû passer à travers avant de descendre ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Je l'ai bien vu descendre tout droit en passant par le haut de la tête. On va essayer encore une fois. Donc, l'éclair a frappé la tête, mais pas le piercing. Même chose. Je l'ai vu moi aussi. C'est intéressant de se dire que les éclairs n'ont aucun effet visible sur la gélatine. C'est vrai. La tête percée a l'avantage avec 2 décharges contre 1 à la tête ordinaire. Les remettre en place va-t-il changer quelque chose? C'est encore la tête percée. Un schéma particulier commence à apparaître. L'éclair vient plus souvent frapper la tête percée, mais il ne passe jamais à travers le piercing en lui-même. Nos chasseurs ne comptent pas en rester là. Ils veulent voir la foudre frapper directement le piercing. On en est maintenant à plus d'une douzaine de tests. Les têtes remplissent parfaitement leur rôle. Le dispositif est très efficace et à chaque fois, les décharges se font juste sur le dessus de la tête. Pas une seule d'entre elles n'a frappé le piercing directement. Tout à fait. Il ne nous reste plus qu'à rajouter un tas d'autres piercings, les plus gros possibles, pour voir ce qui va se passer et si le résultat sera différent. Alors on sort les écrous, les boulons et les vis? C'est ça. Ça m'a pas l'air mal du tout. T'en penses quoi, Jamie? Peut-être que plus il y a de trous... Faites chauffer. Ça marche. Il a frappé la tête avec les piercings. Mais il est passé à travers par le milieu sans les toucher. Ouais. Essayons quelques tailles au-dessus. Si jamais vous avez un piercing aussi gros, la foudre doit être le cadet de vos soucis.
J'ai vu l'éclair frapper le dessus de la tête, passer par le boulon et redescendre. Ça prouve qu'il ne faut pas mettre de gros boulons dans sa bouche durant un orage. Et maintenant, le piercing taille triple XL. Dans la joue, c'est joli aussi. Ça ne fera sûrement pas fureur en boîte de nuit, mais vous pourrez quand même passer la porte avec. Va-t-il attirer la foudre? Enfin, un coup au but. Le choc a fait sauter la poignée de porte. Au vu des résultats, il semblerait qu'un piercing de taille normale n'augmente en rien les chances d'être frappé par la foudre. Même dans des conditions optimales, il est difficile de contrôler de telles décharges. On aurait pu faire le test un millier de fois et le résultat n'aurait jamais été le même. La foudre est bien trop imprévisible. Je crois que c'est effectivement le cas. On sait maintenant que le métal a un effet qui dépend de la taille de l'objet et de sa position sur le corps. On a vu une décharge frapper directement la poignée de porte. Mais franchement, qui porterait un truc pareil? Cette histoire a au moins prouvé une chose. Adam n'est pas aussi rebelle qu'il pensait l'être. C'en est fini de son piercing à la langue. Oh mon Dieu! D'où Jésus, c'était vraiment affreux. Et voilà. Ma langue est à nouveau libre. Les chasseurs de mythes vont faire un petit voyage dans le passé. Pourront-ils transformer un tronc d'arbre en canon? Chaud devant! Ce mythe remonte au Moyen-Âge. L'histoire s'est passée en Hongrie, dans la ville de Pakish, qui se trouvait être menacée par une ville voisine. Une nuit, tous les habitants de la ville se sont donc réunis et ont fabriqué un canon à partir d'un tronc d'arbre. Ils ont chargé le canon avec de la poudre et ont fait feu sur leurs ennemis. Le canon a littéralement explosé, tuant la moitié des villageois. Le maire de la ville, dans toute sa sagesse, a alors déclaré « Si tant de nos amis sont morts, combien de nos ennemis ont pu survivre ?» C'est sûrement une des plus vieilles pirouettes de l'histoire. Pour tester ce mythe, Adam et Jamie vont essayer de fabriquer un arbre canon et vérifier s'il explose lors d'un tir. Pour creuser un trou dans un tronc, ils vont se servir des mêmes outils médiévaux que les villageois de cette histoire. Ils devront aussi tailler un boulet de canon et fabriquer de la poudre à canon comme à l'époque. John, avez-vous déjà entendu parler d'un canon fabriqué à partir d'un arbre? Sincèrement, non, Adam. Pour ce mythe, John Morris est la personne idéale à qui demander de l'aide. Il vit bien tranquille, en toute sécurité, entouré de sa collection de plus de 100 canons. Croyez-le ou pas, il a accepté de montrer à nos amis comment faire feu avec un canon en toute sécurité. Mon dos me fait mal à rien qu'à les regarder. On va prendre une quantité définie de poudre que l'on va envelopper d'aluminium pour en faire une petite cartouche. Un terreau à la fin de l'heure. Vous êtes fin prêt? Il me semble que oui. Tu te sens prêt? Je suis prêt. Les voisins de John ont appris à apprécier le son du canon au petit matin. C'est une cartouche à blanc, mais elle reste tout de même dangereuse. Maintenant que le canon est chargé, je ne veux voir personne passer devant. C'est compris? On va mettre la mèche de sorte qu'elle soit en contact avec la poudre. Vous êtes prêts? Un peu, oui. Chaud devant! Je savais que ça ferait ça. Vraiment? Maintenant qu'ils savent comment faire, c'est au tour des chasseurs de mythes. Est-il possible de mettre trop de poudre? Bien sûr. Que se passerait-il? La pression serait trop forte et le canon pourrait exploser. Vous ne devriez pas vous mettre devant. Un canon qui explose. En voilà une idée alléchante pour nos apprentis canonniers.
Fire in the hole. Chaud devant. Excellent. C'est excellent. Wow. Très bien. Vous avez votre permis. That's very C'était exciting. passionnant. Thank you Merci so much. infiniment. C'était vraiment cool. En Europe, les arbres canons étaient très souvent utilisés à l'époque médiévale. Pour fabriquer le leur, Adam et Jamie ont besoin d'un tronc de bois dur. Un gros. Voici un morceau d'orme. C'est un tronc venant d'un arbre ayant succombé à la maladie de l'orme. Il pèse plusieurs centaines de kilos. Si j'y arrive tout seul, on peut le charger dans la camionnette. Tu t'en sors remarquablement bien. Pousse-toi de là. Ça s'est passé en Hongrie, en plein Moyen-Âge. Les outils que l'on a ici n'existaient pas et beaucoup de choses ont dû être faites de manière très différente à l'époque. Jamie et Adam se rendent compte de la différence en examinant des photos d'une boîte à outils trouvée en Suède et datant de 1000 ans. Par souci d'authenticité, ils vont fabriquer les mêmes outils. Jamie commence par une hache pour dénuder le tronc. J'ai fait un peu de gym ce matin. Adam a de quoi s'exercer lui aussi. Il fabrique une scie médiévale avec du bois de récupération. C'est du bon travail à l'ancienne. Je vais prendre ce morceau de métal et le chauffer à blanc. Avec un peu de chance, j'arriverai à en faire un foret à cuillère, l'un des premiers forets utilisés à cette époque. C'est le plus bel outil médiéval que Jamie ait fabriqué. Il ne reste qu'une seule étape avant de commencer à percer. À San Francisco, il existe un centre culturel où l'on enseigne les techniques d'autrefois. Chris Nimmer est un maître forgeron. Il faut renforcer ce tronc avec des barres de métal. On veut en faire un canon. Donc si tu ne nous revois plus, tu sauras pourquoi. Les barres de métal placées autour du tronc vont aider à absorber les chocs. Elles vont être chauffées à blanc, puis placées à coups de marteau. Lorsqu'on va les enrouler autour du tronc, j'aurai besoin que l'un de vous deux continue à frapper derrière moi. En avant pour la première. Il faut que la bande soit mise en place alors qu'elle est encore brûlante, puis fixée à l'aide de rivets. C'est parfait. Ça y est presque. C'est super. Les rivets. La bande refroidit et commence à rétrécir, alors que les rivets ne sont pas encore posés. Que quelqu'un attrape celui-là. Allez, encore un effort. Attendez, attendez. Ça y est presque. C'est ça. Magnifique. On y est. Ça y est. Bravo. On a réussi. La bande est arrosée d'eau de façon à se resserrer encore plus autour du tronc. Plus que 4. En fin de compte, on peut dire que les méthodes d'antan ne sont pas les plus rapides. Mais les méthodes d'antan restent tout de même efficaces. Le canon commence à prendre forme. Pourra-t-il faire feu? Magnifique. Ouais. Beau boulot. Très beau même. C'est parfait. Le canon est toujours plein. Il faut encore le creuser. Le foret de Jamie va-t-il faire l'affaire? Le foret est parfaitement aiguisé. Et j'ai ajouté cette poignée pour pouvoir le faire tourner plus facilement. Selon le mythe, les villageois ont fabriqué leur canon en une seule nuit. Mais cela semble prendre plus de temps que prévu.
1 centimètre, je dirais. Quelqu'un veut bien me fouetter pour m'encourager? Il leur faut percer plus d'1 mètre de bois dur. Est-ce que je bouge trop, d'après toi? Voyons voir. Les outils du Moyen-Âge ne sont pas adaptés au travail de nos 2 amis. Au vu de ce qu'on a obtenu jusqu'ici, je pense qu'il faudra au moins 2 jours pour y parvenir. Or, le mythe prétend qu'ils y sont arrivés en une seule nuit. À mon avis, c'est hautement improbable. Donc cela prouve déjà que ce mythe est bidon. Mais ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Adam et Jamie veulent résoudre l'énigme du canon explosif et ils ont l'intention d'y arriver à leur manière. Les habitants de Paquiche auraient sûrement fait pareil s'ils avaient eu une tronçonneuse. Pendant qu'Adam retrouve les joies du XXIe siècle, Jamie s'attaque à d'autres techniques d'antan. Je vais tailler un boulet de canon. Enfin, normalement. Il compte tailler à la main un boulet parfaitement rond. D'un côté la précision et de l'autre la puissance. Ouais! Voici un arbre canon. Jamie ne s'en est pas mal sorti non plus. Cela dépasse de très loin tout ce qu'on connaît, donc on a tous été très impressionnés. Et je suis sûr qu'ils le savaient. Ils ont fabriqué l'arbre canon et le boulet de canon. Il ne manque plus que de la poudre à canon médiévale. Pour les aider, ils font appel à Jack Morocco, un expert en explosifs. On va devoir s'y prendre de manière très différente pour fabriquer la même poudre à canon qu'au Moyen-Âge. Jack connaît les ingrédients disponibles à l'époque du mythe. Ils peuvent donc fabriquer la poudre idéale. Est-ce que ça va fonctionner? Par sécurité, la mèche est allumée à distance à l'aide d'une télécommande. À vos marques? Pas mal du tout. C'est tout à fait respectable. Ouais. Ça devrait convenir. Ça devrait bien fonctionner, en effet. Je doute franchement qu'on arrive à le faire sauter. Même en mettant un bâton de dynamite à l'intérieur, je ne suis pas sûr qu'il exploserait. Mais on va quand même essayer, on est là pour ça, non? Jamie et Adam s'apprêtent une fois de plus à s'en aller par monts et par vaux au nom de la science. Ils sont armés, dangereux et prêts à tout faire sauter. Une journée ordinaire pour Adam et Jamie. Conduire à travers San Francisco avec un arbre canon à l'arrière de leur camionnette. Ils se rendent sur une piste abandonnée près de la base navale d'Alameda. Ce canon est une réplique de celui fabriqué au Moyen-Âge par des villageois hongrois et qui, selon un mythe, a explosé à l'allumage. Avec l'aide de Jack Morocco, ils ont fabriqué une réserve de poudre à canon médiévale. Il ne vaut mieux pas le laisser tomber. Mieux vaut éviter, oui. Es-tu prêt à charger ce canon, Jamie? Oui, allons-y. Ils vont commencer par 2 cartouches de poudre de 85 grammes. Celles-ci sont tassées au fond du tube du canon. Puis, on y perce un trou pour faire passer la mèche. Nous sommes fin prêts. Balle de tennis. OK. Tu as amené ta raquette au moins? Et si je me mettais là pour essayer de la rattraper? Très flexible, la balle de tennis va faire opposition à l'explosion et augmenter la pression dans le canon. Le système de mise à feu électrique est mis en place. Tout est prêt.
Tout est paré. Par sécurité, les chasseurs de mythes se placent derrière des écrans de protection en plastique renforcé. Prêt? Chaud devant. 3, 2, 1, Feu! Waouh! Elle est partie loin. C'est la balle de tennis là-bas? j'ai pas l'impression. Joli boom! Ouais, Vous avez vu où elle est partie? je vais voir avec le vélo. C'est la marque de la cartouche? Ouais. On dirait que ce canon a un sacré service. Ça sent le roussi. Tu l'as retrouvée? Elle n'a pas l'air mal. Non, elle n'a pas l'air si abîmée que ça. Les poils ont un peu grillé. La balle de tennis a volé sur une longueur légèrement supérieure à celle d'un terrain de foot, ce qui est plutôt pas mal. Je pense que ça va vraiment aller loin avec le boulet de canon. Il est temps de passer aux choses sérieuses avec le boulet de canon de Jamie. On se demande s'il faut rester avec 85 grammes de poudre ou bien tenter le coup avec 170 grammes. Le boulet de canon pèse plus lourd. Il va donc y avoir plus d'opposition à l'explosion et ainsi plus de pression dans le canon. Quel est le meilleur choix? Une charge simple de 85 grammes ou bien... Jack, on essaye une double charge? Ouais. Ça marche? Préparez la charge. Kit ou double? 2 fois plus de poudre, donc 2 fois plus de risque. Plus personne ne passe devant le canon. Fais attention, le boulet risque de descendre au fond assez rapidement. C'est ce que j'étais en train de me dire. La superbe création de Jamie va s'envoler vers d'autres cieux. Joli petit bruit, non? Tu crois qu'on pourra le retrouver? À mon avis, le canon va certainement l'envoyer assez loin. Mais honnêtement, je ne saurais pas te dire jusqu'où exactement. Tout est prêt, Jack? Chaud devant. J'ignore où il a bien pu atterrir. Je n'ai rien vu du tout. Vous avez vu quelque chose, vous? La vache! En tout cas, une chose est sûre, cet arbre canon fonctionne à la perfection. C'est la preuve qu'il est possible de faire un canon à partir d'un arbre. Quant au boulet de Jamie, il s'est fait la malle. Je l'ai un peu mauvaise qu'on n'ait pas retrouvé le boulet. Je me suis vraiment appliqué dessus. On a peu de chance de le retrouver. Après tout, cette piste fait 2 km de long. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on remette la main dessus, et cela me semble même logique que cela n'ait pas été le cas. Plus de boulets de canon donc, mais il reste encore un obstacle à franchir. Selon le mythe, le canon a explosé lors de son utilisation. On va utiliser toute la poudre à canon qu'il nous reste, c'est-à-dire environ 350-400 grammes de poudre. On va tout mettre dans le canon et on verra bien ce qui se passera. Rappelez-vous les enfants, Adam et Jamie ont engagé un spécialiste des explosifs pour les aider à faire sauter ce canon. N'essayez surtout pas de faire la même chose si vous n'avez pas votre propre émission de télé. Mon boulet me manque. Il y a 2 fois plus de poudre que lors du dernier essai. Ils vont mettre tout ce qui leur passe sous la main pour obstruer le canon et ainsi augmenter les chances d'explosion. Jamie, tu as autre chose à mettre là-dedans? Je veux voir ce truc exploser, mais il semble fonctionner parfaitement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Peut-être qu'en coinçant une canette de soda dans le canon... La canette rentre tout juste. Peut-être trop juste, même. Oula, mes aïeux. C'est pas bon du tout. Ça gicle de partout. Ouais, le liquide ressort du canon. Tu aurais pu faire bien pire, mais ne me demande pas quoi. J'en ai franchement pas la moindre idée. Une balle de golf. Et voilà le soda. Le soda et la poudre se sont bel et bien mélangés. Les espoirs de nos amis de voir exploser ce canon ont été noyés dans une mare de soda. Mais les chasseurs de mythes ne se laissent pas abattre pour autant.
On réinstalle tout et on appelle un autre spécialiste des explosifs. Celui-ci a avec lui un sac de poudre taille XL et il compte bien s'en servir. La dernière fois, on a utilisé 170 grammes. Combien on a cette fois-ci? 2 kilos. Mon Dieu! Eh oui. 2 kilos de poudre à canon. Sur une échelle allant de 1 à 10, ça vaut un 9. Avec ça, 10. Ils obstruent le canon à l'aide d'un bouchon en aluminium. Si ça n'explose pas, j'abandonne. On est en présence d'une véritable bombe. Des morceaux de bois vont voler dans tous les sens. Maintenant, ça ne suffit plus de porter un casque de chantier. Il va falloir qu'il y ait quelque chose pour faire écran entre le canon et nous. Un bouclier ou une voiture, par exemple. Je pense que je vais rester à une distance d'environ 50 mètres. On ne sait jamais. Le reste de l'équipe se positionne encore plus loin, en espérant que cela suffira. Tout le monde va bien? On dirait que les plus gros morceaux ont été éjectés de l'autre côté de la clôture. Il y a un morceau qui a été jusque là-bas. Oh mon Dieu! Visiblement, un arbre canon peut exploser avec encore plus de force qu'on l'aurait imaginé. Il ne reste rien du tout à l'emplacement du canon, sauf une énorme marque noire sur le sol. Voilà un moyen très efficace de couper du bois. Au moins, on n'aura plus à trimballer ce machin avec nous. Mon Dieu! Adam et Jamie ont fait exploser leur canon et aussi démontré 2 choses. Je dirais que ça doit peser dans les 35 kilos. Ils ont prouvé qu'il est possible de fabriquer un canon à partir d'un arbre et aussi que les villageois hongrois ont très bien pu être tués dans l'explosion de leur canon. Être un chasseur de mythes n'est pas de tout repos. Un petit dernier pour la route? Les alcotests sont utilisés depuis une 50aine d'années. Mais est-il possible de tricher lors d'un alcotest comme le prétendent certains mythes? Nous voilà partis pour une drôle de journée. Nous sommes dans les locaux de la police de San Francisco, précisément au laboratoire de police criminelle. Nous avons à notre disposition un éthylomètre et nous allons nous saouler pour vérifier s'il est possible de tricher lors d'un alcotest. Beaucoup de mythes assez bizarres prétendent que les produits disposés ici permettent de tricher lors d'un alcotest. Je doute franchement que ça puisse fonctionner. Je suis moi aussi assez sceptique, mais il est de notre devoir de nous saouler afin de vérifier s'il s'agit effectivement d'un mythe bidon. Le principe est très simple, se saouler et ensuite utiliser certains produits afin d'essayer de tromper l'éthylomètre pour qu'il donne un mauvais résultat. La police de San Francisco a gentiment accepté que nos amis investissent leur laboratoire pendant une journée. L'officier Bruce Gandron leur servira de chaperon. Adam a choisi de boire du scotch avec de la glace. Jamie, lui, mélange de la vodka avec du jus de canneberge. C'est la première fois que je bois aussitôt le matin. Nazdrovia. Kampai. Prosit. Dans l'État de Californie où habitent Adam et Jamie, le taux légal d'alcoolémie est fixé à 0,8 g d'alcool par litre de sang. En France, la limite est fixée à 0,5 g par litre. Le taux d'alcoolémie dépend ensuite du nombre de verres, mais aussi du poids de la personne et de la vitesse à laquelle elle boit. En mangeant, on contre les effets de l'alcool. Il n'est qu'1 heure de l'après-midi et j'ai déjà chaud aux oreilles. Manger permet effectivement de ralentir le passage de l'alcool dans le sang. Néanmoins, notre foie ne peut métaboliser qu'1 verre par heure et l'urine n'évacue qu'une infime partie de l'alcool ingéré. En clair, notre corps ne peut pas suivre le rythme. J'en suis à 4 verres, c'est bien ça? Oui, voici le 5e.
On va faire un test. Vous voulez faire un test? Oui, allons-y. Continuez. Et très bien, continuez comme ça. Merci beaucoup. 0,3. Seulement 0,3? C'est ça, 0,3. Waouh! Pourtant, je pars vite d'habitude. Adam, monsieur le policier, veut que tu boives encore un peu. Ça me fait penser que mon médecin m'a dit que je manquais de goudron. Il veut que je recommence à fumer. Même un double. Nos chasseurs boivent à la santé de la science. C'est un travail difficile, mais quelqu'un doit bien se dévouer. En 3 heures, on a bu 13 verres chacun. Je sais que je suis sous, mais je suis incapable de dire si tu l'es ou pas. C'est très énervant. Je veux devoir mettre un abat-jour sur la tête. Désolé, mon pote. Bon. Tout va bien. Si je peux poser mon verre ici, je serais ravi de souffler dans ce charmant petit tube. Vous puez l'alcool. C'est très bien, continuez comme ça. Écoutez la petite musique. Il faut qu'on puisse continuer à l'entendre. Très bien. Très bien. 1,1. Oui, enfin 1,1. Je suis au-dessus de la limite. À mon avis, Jamie va être à 0,9. Vu la grosse différence de corpulence qu'il y a entre nous deux, je pense qu'il a dû éliminer l'alcool bien plus facilement que moi. Il s'en sort bien. Asseyez-vous et taisez-vous un peu. C'est assez dur d'avoir affaire à l'un d'entre vous. Alors, les deux en même temps. Je vais me faire disputer. 0,9. Je suis bon pour l'amende. Bon pour l'amende et dangereux au volant. Pour s'assurer une bonne fois pour toutes de l'état d'ébriété de nos deux amis, l'officier de police leur fait subir quelques tests supplémentaires en extérieur. Arrêtez-vous et faites demi-tour sur la pointe des pieds. Touchez votre nez avec votre index droit. Il s'est endormi. Aux États-Unis, 40% des morts sur la route sont dus à l'alcool. En France, ce pourcentage est plus faible, mais l'alcool au volant reste la cause de près de 2000 morts chaque année. This man has already had 5 single whiskies, which he took some little time ago. Lorsque l'éthylomètre a été inventé dans les années 50, beaucoup de gens se sont demandé s'il était fiable et s'il était possible de fausser les tests. D'où l'apparition de certains mythes. Et qui dit mythe, dit chasseur de mythes. L'alcool présent dans le sang passe dans les poumons et l'éthylomètre réagit aux vapeurs d'alcool dégagées par la respiration. Le taux d'alcool dans l'haleine de quelqu'un est proportionnel au taux d'alcool dans son sang. Maintenant qu'ils ont tous les deux dépassé le taux légal, Adam et Jamie vont vérifier si on peut tromper la machine. D'abord, le mythe le plus courant, mâcher des pastilles de menthe pour cacher l'odeur. Je me sens plus frais. 1 gramme. 1 gramme? Ça déconne ce truc. Il est toujours au-dessus de la limite. Essayons quelque chose de plus fort. Mon conseil, pince-toi le nez bien fort et prends une grosse bouchée de cet oignon. J'ai les yeux qui pleurent. Voyons voir si ça réussit à tromper la machine. Continuez comme ça, tranquillement. Continuez. Très bien. Ça fait 0,8, Jamie. L'oignon ne marche pas. Certains éthylomètres fonctionnent comme une batterie. Plus il y a de vapeur d'alcool dans l'haleine, plus le courant généré par la machine est important. C'est peut-être ça qui a donné à certains l'idée de mettre une pile dans leur bouche pour fausser le résultat. Je fais quoi? Je suis cette pile? Oui, vas-y. C'est ça, vas-y, fais le malin. Ce serait presque impossible de mettre une pile électrique dans votre bouche
sans que je finisse par m'en rendre compte. Il a raison. C'est très difficile de parler avec une pile dans la bouche. T'es bien chargé. Un gramme. D'autres machines fonctionnent grâce à une réaction chimique. Et si on rajoutait un peu de cuivre dans le mélange? Ouais. Allez-y tranquillement. C'est ça. Merci beaucoup. 0,9. Le cuivre ne fonctionne pas. Mesdames et messieurs, un troisième type de machine utilise la lumière infrarouge pour repérer les molécules d'alcool. Adam va essayer de bloquer ce processus à l'aide de colle pour dentier. C'était très bien, Adam. Oh, calmons-nous, bébé. 1,1. La colle pour dentier, ça ne marche pas. L'un des mythes les plus répandus dit que l'hyperventilation permet d'éliminer les vapeurs d'alcool suffisamment longtemps pour passer le test. C'est bon. 1,1. Ça ne marche pas non plus. Les options diminuent à vue d'œil. Il ne reste plus qu'un mythe à tester, le bain de bouche. Comment peut-on réussir à boire ça sans que le policier qui s'approche du véhicule ne s'en rende compte? On va tout de même essayer. Soufflez tranquillement. 4,3? Sérieux? Eh oui. 4,3, là on est vraiment allé très très loin. C'est sûrement un nouveau record. Beaucoup de bains de bouche contiennent de l'alcool, donc ça ne semble pas être une très bonne idée. De plus, afin d'éviter ce genre d'erreur, la police fait toujours passer le test à 2 reprises. 1,3. On dirait bien que le bain de bouche ne fonctionne pas non plus. De toute façon, même si les deux résultats sont vraiment différents, il n'y a qu'à faire une analyse de sang. Avec ça, on peut savoir précisément quel est le taux d'alcoolémie. Il semblerait que rien ne marche. C'est la fin d'une journée particulièrement éprouvante pour les chasseurs de mythes. Ils ont tout essayé et le résultat est toujours le même. C'est un avertissement clair pour tous ceux qui veulent boire et conduire. Avec cette machine, impossible de tricher. Alors, qu'est-ce que tu penses? C'est du bidon ou pas? On dirait bien que c'est du bidon. On dirait bien. Pour moi, c'est franchement du bidon. On ne peut pas tromper l'éthylomètre.